il va être dans l'éco-régime, il va consacrer tant de pourcents de sa surface à telle mesure de l'éco-régime. Mais je ne sais pas si ça a un effet, ce qu'il fait, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très critiqué. Voilà. La voie B, dite B de l'éco-régime est très critiquée, c'est la voie de la certification HVE, haute valeur environnementale. En gros, c'est une voie annexe, si vous voulez, une deuxième voie pour bénéficier de l'éco-régime. Et pourquoi c'est critiqué? Parce que dans le plan stratégique national tel qu'il est déposé, elle n'est pas définie. Donc Bruxelles aussi dit, je vais avoir du mal à valider votre plan stratégique national si vous me proposez quelque chose qui n'est pas défini. Ça c'est juste. Voilà. Et puis, il y a surtout l'insuffisance prise en compte de Green Deal. Alors, si je fais très vite, notez pas tout ça, l'éco-régime, en gros, il y a 25% du budget, donc voilà, c'est du budget du P1, 25% de 8 milliards. Et en gros, on va prendre 3 mesures pour le climat et la biodiversité. La première, c'est les prairies permanentes. Donc on va dire, je maintiens les prairies permanentes. Ah, c'est bien, 10 minutes en fait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, il y avait déjà une obligation de maintien des prairies permanentes. Mais vous aviez des possibilités de labourer, à condition que vous mettiez en œuvre un hectare équivalent. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous perdiez en fait du carbone du fait que vous ne maintenez pas la prairie permanente sur une longue durée. Donc ça, on veut interdire. La deuxième chose, il y a une diversité des cultures qui est plus forte que la diversité minimale de la conditionnalité. Et la troisième chose, c'est que vous allez mettre des infrastructures agroécologiques de façon plus importante. Donc la logique de l'éco-régime, cette logique est assez bonne parce qu'elle couvre l'ensemble du territoire. La grande question, c'est la fin. Alors la volonté du gouvernement français est d'engager un maximum d'agriculteurs. Dispositif de masse, c'est texto ce qu'a dit notre ministre de l'Agriculture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je prends les exploitations de grandes cultures, bon, en gros, 72 et 13, ça fait 85. 85% des exploitations de grandes cultures qui satisfont automatiquement l'éco-régime sans rien faire. Dans une situation dans laquelle vous avez des problèmes environnementaux, biodiversité, pesticides, etc., je vous passe. Voilà. Et du coup, vous avez ce problème-là, qui est soit vous permettez aux agriculteurs d'accéder, et puis c'est important qu'ils y accèdent pour des questions de revenus, ou alors vous avez en fait une ambition environnementale qui est plus forte au détriment de l'économie et de leur revenu. Et donc ça rejoint le statu quo, j'avance. Voilà. Et ça c'est pour vous montrer, hop, je passe, là vous avez tous les diapos. C'est pour vous montrer l'exemple d'un éco-régime tel qu'on avait simulé. Ah non, c'est celui-là, l'éco-régime. Qu'on avait ciblé sur les prairies permanentes et la réduction des usages de pesticides, donc le cadre du plan éco-phyto, enfin, je passe. Et ça, c'est l'impact, en fait, de l'éco-régime sur différentes catégories d'exploitation, enfin, c'est ce qu'on appelle les eaux-taxes, classées par leur superficie, donc des plus petites aux plus grandes et la moyenne. Et vous voyez que si vous avez un éco-régime qui est contraignant, ce que nous on avait ciblé, vous avez des impacts négatifs en fait sur le revenu, au moins à court terme, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Et donc la grande difficulté aujourd'hui, voilà, elle est bien de répondre à cette question-là. C'est-à-dire comment vous faites pour à la fois avoir une ambition climatique et environnementale plus forte, tout en minimisant les effets contraires sur l'économie que vous avez au moins à court terme, sachant qu'on peut toujours dire que si je fais des pratiques agroécologiques, demain je vais restaurer la biodiversité du sol, etc. Mais c'est à court terme qu'il faut agir. Parce que, évidemment, ceux qui ont des pertes de revenus ici, bon, ben, ils ne sont pas contents. Hein, là. Puis là, c'est général. Hein. Tout le monde, il en pâtit. Et c'est des pertes qui sont non négligeables. Ça, c'est 6 000 €, au moins 1 000 € par hectare, enfin par an et par exploitation. Du coup, le Green Deal, alors, et je finirai par là. Donc, en même temps qu'il y avait la réforme de la PAC, qui a commencé en 2018, hein, vous voyez, c'est là. La réforme de la PAC, normalement, on arrivait à définir une nouvelle PAC juste au moment où rentraient en vigueur les cadres financiers qui se déroulent tous les 7 ans. En 2014, on n'a pas réussi, on a pris 1 an de retard,
Cette fois-ci, on en a pris 2. Voilà. La prochaine fois, je ne sais pas si on arrivera à 3, mais enfin bon, c'est pas bon signe quand même. Hein. Ça veut dire qu'ils ont du mal à se mettre d'accord. Et en passant, même si on peut... Si la démocratie c'est bien, mais du fait qu'il y a un trilogue, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le Parlement, le Conseil et la Commission, ça complique énormément les choses. Hein. Donc ça met du temps, chacun met son avis, etc. Enfin bon, voilà. Et en même temps qu'il y avait les négociations sur la PAC, il y a eu une nouvelle commission qui a produit en fait le Green Deal. Et le Green Deal, appliqué à l'agriculture, bon, vous savez qu'au général c'est neutralité carbone, croissance décarbonée et durable. Enfin, personne ne va contester. Voilà. Ça se décline dans un certain nombre de stratégies, dont pour l'agriculture, la stratégie dite de Farm to Fork et la stratégie... bah c'est bien, comme ça je vais faire ensemble. C'est mieux, c'est pour ça que je vais gagner le temps. Et donc, du coup, il y a un certain nombre, donc il y a 2 stratégies très importantes pour l'agriculture, il y a la stratégie dite Farm to Fork, et la stratégie biodiversité pour 2030. Et dans les 2 stratégies, voilà, on va fixer un certain nombre d'objectifs quantitatifs pour l'agriculture. Et donc on va dire moins 50% de pesticides, moins 20% d'engrais, enfin moins 50% des excès d'azote se traduisant en moins 20% des engrais azotés, plus 25% des surfaces en bio, 10% en infrastructures agroécologiques, moins 50% des antibiotiques, réduction de moitié des pertes et des gaspillages, et après est arrivée la loi climat, dans laquelle on a dit, et en plus, vous allez aussi réduire les gaz à effet de serre non CO2, donc en particulier le CH4 et le N2O pour l'agriculture. Alors c'était plus ambitieux que ce qu'ils ont décidé à Glasgow, d'après mes souvenirs, parce que c'était moins 55% par rapport à 2010. Enfin bon, ça c'est pas grave. Donc il y a tous ces targets-là, enfin ces cibles, et du coup, la question, après, l'Europe, elle a dit, eh ben, comment je mets en œuvre? Et donc, elle dit, évidemment, je vais appliquer des directives, la directive nitrate, la directive oiseaux, etc. Et puis, j'ai mes politiques. Et en particulier, j'ai la PAC. Donc, il y avait le Green Deal là, la PAC là. Et donc, on s'est dit à un moment, ben, ils vont quand même mettre des cibles du Green Deal dans la PAC. Ah non, pas voulu, trop compliqué. Ah. Et donc, les cibles du Green Deal, je ne sais même pas comment on dit en français, ne sont qu'aspirationnelles. Donc c'est... Bah, il faut y aller, mais voilà, on va mettre du temps un peu. Oui, je ne sais pas, indicatif. Mais n'empêche que si vous suivez en fait les processus de réforme de la PAC depuis le début, c'est une politique de petits pas et de petits pas dans la porte. Donc la Commission, elle a dit, je vais te mettre quand même des indicateurs. C'est aux États membres qu'elle parle. Voilà. Je vais te mettre des indicateurs, dont la France, mais dont la Pologne, enfin oui. Je vais mettre ça. Et du coup, ça va revenir sur le tapis. Donc on va dire, ok, ah mais du coup, ton plan stratégique, est-ce qu'il permet vraiment d'atteindre les objectifs de la loi climat telle qu'on s'en est fixé? Est-ce qu'il permet en fait d'atteindre la réduction de l'usage de pesticides, etc. Et donc ça va revenir demain sur la table. Et donc du coup, la réforme de la PAC telle qu'elle a été décidée en juin dernier, appliquée à partir du 1er janvier 2023, on parle déjà de revision 2025. Elle n'est même pas encore appliquée, qu'on dit. Il faudra faire quelque chose à cause du Green Deal, et peut-être de Glasgow, et d'autres choses, etc. Et le dernier point que je dirais, c'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est du coup la logique du Green Deal. Il faut suivre, même. On dit la PAC peut contribuer aux objectifs du Green Deal. Oui, même si elle ne le fait pas beaucoup. Mais donc la logique des petits pas progressifs, peut-être. Et donc par la PAC, en fait, ce qu'on cherche à faire, en mettant des cibles du Green Deal, etc., c'est à avoir un impact sur la biodiversité essentiellement. C'est-à-dire je réduis l'usage des pesticides, enfin je réduis, j'aime pas ce terme-là, mais en gros, on extensifie les pratiques pour avoir moins d'impact sur la biodiversité. Et en même temps, avoir moins d'impact négatif sur la santé, et en particulier la santé des utilisateurs. Par contre, l'impact climatique,
il n'est pas évident. Si vous restez là, puisque vous allez extensifier, et donc, soit dans l'Union, l'agriculteur va augmenter ses surfaces pour répondre en fait à la contrainte. Il va dire, ok, lui il est gentil, mais il m'impose de produire moins, moi je vais augmenter mes surfaces. Donc c'est ce que les économistes appellent un effet à la marge extensive. Il va bouger. Ou alors, c'est un étranger qui va le faire. J'ai rien contre les étrangers, là. Mais un pays d'Amérique latine, mettons, où il y a beaucoup de forêts, enfin, vous voyez par exemple, voilà, qui va lui étendre ses surfaces et qui va exporter chez nous. Et du coup, le Green Deal sur la partie agricole, si vous ne contrôlez pas les importations sur des objectifs climatiques et de biodiversité, vous avez perdu. Parce que vous allez avoir des fuites de pollution à l'étranger, ce qu'on appelle les leakages. Voilà. Et toutes les simulations que l'on peut faire montrent que c'est ce qui se passe si vous ne contrôlez pas les importations. Le grand drame, c'est que on a commencé à réfléchir en fait à une taxe carbone, hein, ça s'appelle comme ça au contraire. Il faudrait faire une taxe biodiversité en même temps, combiner un peu les deux. Et on a commencé par dire on va exclure l'agriculture. Trop compliqué, etc. Bon, c'est surtout pas ce qu'il faut faire en fait, d'un point de vue économique. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si vous jouez que sur la partie offre agricole, vous allez impacter positivement la biodiversité par extensification. Vous allez avoir un impact positif sur la santé, en particulier des utilisateurs de produits chimiques. Mais vous n'aurez pas d'effet sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, le Green Deal, c'est l'autre partie, c'est jouer sur les régimes alimentaires. Et donc, c'est changer en fait les régimes alimentaires, et en particulier jouer sur la consommation de produits animaux. Et c'est la réduction des consommations de produits animaux, et en particulier de produits carnés, et encore plus particulièrement de viande rouge. Donc c'est la partie droite, hein, c'est la demande. La grande difficulté, c'est que si à l'offre, vous suivez mes mains, si à l'offre, vous avez la PAC, à la demande, vous n'avez rien. Il n'y a pas de politique agricole, de politique nutritionnelle et alimentaire en Europe. Il y a un peu, je caricature, c'est la prérogative des États membres aujourd'hui. Donc il y a un peu, parce qu'on essaie de mettre le Nutri-Score, etc. quoi. Mais il n'y a pas de politique commune. Et donc la grande question de demain, par rapport au climat, c'est bien en fait de jouer sur les régimes alimentaires, avec des difficultés, enfin je passe, hein, voilà. Et c'est donc de compléter la partie offre, la partie agricole, par une politique alimentaire au niveau européen, de telle façon que vous ayez la cohérence entre ce que vous faites à l'offre et ce que vous faites à la demande. Et je terminerai. Ouais. C'est pas demain qu'on aura ça quand même. Merci.